Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. Est-ce que les jeunes sont réellement préoccupés par l'avenir du français? De Montréal, je rejoins à Paris Mathieu Bock-Côté. Salut Mathieu! Bonjour! Est-ce que c'est un débat de jeunes ou c'est un débat de boomer? Je pense que c'est un débat national et que certains veulent le faire passer pour un débat de boomer. Alors, je fais référence à une chronique que j'ai lue d'Anne Lovely-Étienne. Anne Lovely-Étienne, qui est une journaliste qui s'est imposée dans le paysage depuis un moment déjà, et qui a fait un papier sur Narcity, où elle est une chroniqueuse nouvellement. Elle raconte une expérience sur le mode je suis dans ma voiture, j'attrape un débat au 98.5, on en comprend, et on parle de l'avenir du français, pourquoi une partie de la jeune génération s'en fiche, est-ce que la langue est en danger? Et là, elle nous dit « J'aime le français passionnément », j'ai pas de raison d'en douter chez elle, mais elle ajoute à cela c'est un débat de vieux, la loi 101 a fait le travail, la loi 96 du gouvernement Legault à la rigueur l'a complété, et pour le reste c'est terminé, et là ce qui me fascine, c'est que son texte est révélateur de la psychologie de ceux. Donc, elle nous dit par exemple que c'est un combat archaïque, puis un combat qui date d'un autre temps, et là elle se réfugie dans 2 ou 3 statistiques qui se veulent vaguement rassurantes sur la maîtrise du français. Mais on le sait que les statistiques sur la maîtrise du français, le fameux 94% environ de la population qui parlerait français, c'est normalement, ça va, là, bonjour, oui, non, toaster, bon. Puis au-delà de ça, là, on n'est pas vraiment dans ce qu'on pourrait appeler une maîtrise du français, mais c'est surtout ce qui m'a frappé dans son texte, qui, je lui donne de l'importance parce qu'il représente, à mon avis, un état d'esprit. C'est un texte complètement dépolitisé. C'est un texte complètement détaché du contexte institutionnel, du contexte démographique, du contexte géopolitique, du régime dans lequel l'avenir du français se joue en Amérique du Nord et surtout se joue au Québec. Anne Lovely-Étienne, dans son texte, nous dit finalement se réfugie dans la posture de ce que j'appelle la société du bon parler français. Elle dit, est-ce qu'on ne devrait pas faire des efforts pour bien parler notre langue maintenant? Comme si la question de la qualité du français, entre guillemets, s'était substituée à la question de la quantité du français. Mais si tant de gens se détournent du français aujourd'hui, parce que c'est quand même factuel, là. Il suffit de voir ce qui se passe à Montréal, à Laval, pour comprendre ce qui se passe, eh bien, c'est pas parce que les Québécois ne maîtrisent pas leur français à la manière d'un académicien à Paris. Je précise que si on s'intègre tant à l'anglais à New York, à Boston et ailleurs, c'est pas parce que l'anglais y est magnifiquement parlé, c'est parce qu'on n'a pas le choix, c'est parce que la dynamique des rapports sociaux fait en sorte que si vous parlez pas anglais, vous réussirez pas votre vie. Au Québec, qu'est-ce qui s'est passé, on pourrait dire, depuis la conquête, mais surtout depuis, ensuite, il y a eu une reconquête linguistique à partir des années 60, mais elle s'est terminée à la fin des années 90, début 2000. Et qu'est-ce qu'on voit à partir de là? Eh bien, c'est la possibilité, de nouveau, la reconstruction d'une contre-société anglophone qui ne vit plus, c'est plus nécessaire de parler français au Québec pour passer des plus bas niveaux de la société jusqu'au plus haut niveau. Il est possible d'avoir toute une vie en anglais. Je dirais du clandestin qui vient d'arriver et qui va être livreur pour je ne sais quelle entreprise de livraison de bouffe et qui sera incapable de nous dire bonjour, jusqu'à Michael Rousseau, qui se faisait une fierté de ne pas parler français, en disant que c'était la grandeur de Montréal de ne pas avoir à parler. C'était pas nécessaire d'y parler français pour évoluer dans cette ville. Eh bien, le circuit de socialisation s'est dérobé. Le français est à la rigueur charmant, il peut être désirable, mais il est fondamentalement optionnel. Et moi, ce que je reproche à Anne Lovely-Étienne dans son texte, c'est parce qu'il est symptomatique de la dépolitisation de la jeune génération qui ne voit pas que la question de la langue se pose toujours dans une question de rapport de force institutionnel. Ottawa ne croit pas au statut du français langue officielle au Québec. Ottawa, fondamentalement, adhère à l'idéologie des 2 langues officielles, ce qui consiste, dans les faits, à dire que le français et l'anglais doivent avoir le même statut au Québec. Dans les faits, ce bilinguisme officiel a conduit à une prépondérance anglophone à Montréal et à Laval, et ainsi de suite. Si on ajoute le facteur migratoire, mais apparemment c'est le grand interdit de notre temps quand on parle du français, les nouveaux arrivants
on ne les francise pas, pour l'essentiel. Et ceux qu'on francise, est-ce qu'on les québécise vraiment? C'est-à-dire les intégrer remarquablement à la culture québécoise, comme c'est le cas, par exemple, d'Anne Lovely-Étienne, qui, elle, est née en Haïti, je ne me trompe pas, mais qui est parfaitement intégrée à la culture québécoise. Mais est-ce que son cas est la norme? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. La preuve en est, je me permets de revenir sur un texte qui a beaucoup fait parler, mais sur lequel la classe politique ne s'est pas prononcée, le fameux texte de Lisée sur l'identité anti-québécoise. Est-ce qu'on comprend que... Ben oui, dans les écoles, c'est fascinant. Il y a aujourd'hui, dans les écoles québécoises, à Montréal et à Laval, un racisme anti-québécois qui se développe. Mais apparemment, c'est un racisme qu'on ne peut pas mentionner parce que la cible du racisme en question est blanc, entre guillemets. Et ça, ben, c'est un racisme qui n'existe donc pas selon les théories dominantes en sciences sociales. Pourtant, c'est une réalité qui est majeure aujourd'hui. Donc, si on ne pose pas la question, 1, de la philosophie canadienne des langues officielles, 2, du multiculturalisme canadien, qui nous dit que la culture québécoise n'est qu'une culture parmi d'autres dans un Québec pluriel, au sein d'un Canada pluriel, et que toute volonté d'en faire la norme relève du suprémacisme ethnique. Si on ne tient pas compte des seuils migratoires, en fait des politiques migratoires qui relèvent de la submersion migratoire quasiment programmée du Québec par Ottawa, et de l'indigence de nos élites sur cette question, qui ont laissé se développer avec un sens d'absence totale du sens des responsabilités de l'immigration temporaire, qui est dans les faits une immigration permanente d'anglicisation, si on ne tient pas compte du régime canadien qui fait en sorte que ceux qui arrivent ici n'arrivent pas au Québec dans leur tête, ils arrivent au Canada dans leur tête. Mais si on ne tient pas compte de ça, ben c'est facile d'être un optimiste sur l'avenir du français, puis de se dire tout va bien, et puis ça va se développer naturellement. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. Donc, de cette jeune génération qui semble vivre avec cette certitude que l'avenir du français est réglé, et qui nous disent même le bilinguisme est une richesse. Bien sûr que le bilinguisme est une richesse, puis le trilinguisme est une richesse, puis être polyglotte, c'est une richesse. Mais un peuple qui est obligé de vivre dans une autre langue que la sienne pour fonctionner au quotidien, ça, c'est pas une richesse, c'est une marque d'aliénation. Et pour reprendre un mot dont on a perdu la trace pour parler des Québécois, c'est une marque de colonialisme qui nous frappe. Alors, moi, j'invite ceux qui considèrent que tout va bien à renouer avec une lecture politique des rapports linguistiques au Québec, à penser politiquement l'évolution démographique du Québec. Yves-François Blanchet, qu'on recevait hier ou avant-hier, je crois, à l'émission, disait certaines circonscriptions sont devenues ingagnables pour le Bloc québécois à cause de leur évolution démographique. Je vais traduire pour ceux qui ne capteraient pas la subtilité. Quand vous avez une trop grande immigration dans une circonscription, une immigration qui par ailleurs ne se francise pas et ne se québécise pas, c'est un électorat qui désormais ne vivra plus dans les paramètres politiques et mentaux de la majorité historique francophone et qui va désormais voter en adoptant les comportements de la minorité historique anglaise. Donc, ce sont des gens qui ne s'intègrent pas à la majorité historique francophone et qui, dès lors, ne porteront pas la préoccupation historique et existentielle pour la langue française. Donc, si on a tout ça dans notre esprit, il se pourrait qu'on considère que le combat pour le français, c'est pas un combat de boomer archaïque, mais le combat le plus vital qui soit pour notre peuple. Budget fédéral, ça s'en vient, Mathieu, c'est le 16 avril prochain, mais là, on a une espèce de défeuillage pré-budgétaire du premier ministre Justin Trudeau. Là, c'était 6 milliards pour les logements, pour les infrastructures, et il y a une constance dans toutes ces annonces-là, c'est que M. Trudeau empiète constamment sur les compétences provinciales. Ouais, et j'en ai parlé hier avec Emmanuel Latraverse et je voulais donner une suite à notre conversation parce que là, Emmanuel, comme d'autres, disent, mais pourquoi Trudeau va dans les cochons de compétences provinciales? Et elle a évidemment raison de poser la question. Moi, j'avancerai une nuance historique. C'est qu'en 1867, le fédéralisme au Canada, j'aime l'histoire, je sais, j'en rajoute toujours un peu trop, mais c'est nécessaire. En 1867, je crois que c'est l'est. En 1867, oui, le Canada c'est créé sur le mode fédératif à la manière d'un compromis avec le Québec, entre guillemets. Il était obligé d'accorder une existence politique spécifique au Québec parce que sinon, on n'embarque pas là-dedans, puis ça pouvait ça rendait compliqué à tout le moins le projet fédératif. Mais le Canada n'a pas été fondé sur les deux peuples fondateurs, sur les deux nations. Il y a eu un compromis qui s'est appelé le fédéralisme, le temps qu'il fallait, mais dans la logique canadienne, le vrai gouvernement, il est à Ottawa. Ottawa, c'est pas un gouvernement fédéral, c'est un gouvernement national. Puis pour Ottawa, les provinces, c'était presque des grosses municipalités, davantage que des véritables entités politiques. Bon, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu avec les années? En fait, le Canada a toujours cherché à se construire comme vrai État national. Les gens en Alberta, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, leur vrai gouvernement national, il était à Ottawa. Je les comprends.
Mais nous, pour les Québécois, notre vrai gouvernement national est à Québec. Donc, dans l'esprit d'Ottawa, quand ils décident d'intervenir dans les champs de compétences provinciales, ce sont des détails techniques qui ne comptent pas vraiment. Et les Canadiens eux-mêmes chantent l'intervention du gouvernement fédéral dans les champs de compétences provinciales. Pour nous, au Québec, qui accordons une importance existentielle au gouvernement du Québec, mais là, c'est piédé sur nos pieds. Donc là, il y a eu un compromis dans l'histoire, dans le moment du développement de l'État-providence, à partir des années 50, tout ça au Canada, où puisque les compétences provinciales étaient des compétences qui touchaient à la construction de l'État social, mais le Québec a pu se construire comme État-providence à part entière et ainsi de suite. Mais fondamentalement, Ottawa a toujours considéré que c'est lui qui devrait mener l'opération. Dès les années 50, moi, il y a un livre que je cite souvent, c'est de Maurice Lamontagne, qui est sur le fédéralisme canadien, qui disait l'intégration lucide. Puis il dit, c'est Ottawa qui doit faire l'État-providence, c'est Ottawa qui doit faire l'État canadien, et les provinces doivent simplement s'y adapter. Donc, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Eh bien, le Canada, puis là, puisque le Québec est en train de se dissoudre dans le Canada une fois pour toutes, puisque notre poids politique, notre poids démographique est rendu quasiment, est en voie de ridiculisation, est en voie de marginalisation, de folklorisation, puisque notre capacité à peser sur le destin de la fédération est faible, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Bien, la tendance naturelle du Canada, qui est la création d'un État unitaire, ce que Robert Laplante, le directeur de l'Action nationale, appelle la modernisation unitaire de l'État canadien. Bon, ben, elle ne se fait pas par l'abolition formelle des provinces, mais par la Charte canadienne des droits et libertés, qui, dans les faits, défédéralise le Canada en accordant un pouvoir tout-puissant à la Cour suprême. Par les dépenses fédérales, le pouvoir de dépenser dans tous les domaines des provinces, mais qu'est-ce qu'on voit? Dans les faits, le fédéralisme canadien devient une espèce de résidu institutionnel, un résidu historique, et la vraie dynamique du Canada est en train de se parachever comme État unitaire. Et il n'y a que le Québec qui se débat en disant « Oui, mais c'est à nous, c'est vraiment à nous! » Puis les autres provinces, à la rigueur, peuvent avoir des réserves parce que tout pouvoir qui existe tend à se défendre, mais sur le fond des choses, la dynamique de fond, c'est qu'Ottawa s'occupe de tout, et le Québec, là-dedans, ce débat, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Et à mes amis fédéralistes québécois, j'en ai quand même quelques-uns, je les invite à se dire, demandez-vous si le fédéralisme que vous défendez, vous n'êtes plus les seuls à y croire vraiment, parce qu'au Canada, on est devant des unitaristes qui ne disent pas leur nom, mais qui tiennent à tout prix à ce que le pouvoir reste à Ottawa et qu'Ottawa étende son pouvoir. Est-ce que, selon toi, les Québécois vont devoir faire preuve d'une plus grande sobriété énergétique? Je déteste le discours des curés qui nous expliquent sobriété, retenez-vous, ne dépensez pas trop, ne jouissez pas trop de votre chauffage. Exactement, non, prenez la douche froide pour honorer la mère Gaïa. Et là, il y a quelque chose de fondamentalement exaspérant là-dedans. Il y a comme ce discours comme quoi les Québécois seraient irresponsables dans leur comportement énergétique. Un instant, on est le peuple le plus l'État, la société la plus taxée en Amérique du Nord, la plus imposante en Amérique du Nord. On profite un peu d'un avantage stratégique qu'on a, c'est l'hydroélectricité. Et là, les Québécois en profitent un peu en n'ayant pas des tarifs d'électricité démesurés, bien qu'ils ne soient pas insignifiants par ailleurs. Hein. Et que nous disent ensuite, genre les grands curés aujourd'hui du serrez-vous la ceinture des enfants? Ben en fait, vous abusez. Et puis, c'est l'heure de la petite douche froide. On n'est pas loin de la douche froide, pour vrai. Programmez votre électricité, chauffez-vous un peu moins, partez la vaisselle à 3 heures du matin. Puis là, il y a quelque chose dans tout cela qui relève, à mon avis, d'un discours, c'est le vieux fond religieux des Québécois qui remonte à la surface, mais pas la belle part de ce vieux fond. C'est Dieu sait que moi, je ne maudis pas tout l'héritage catholique au Québec, mais je déteste cette manie de codifier le quotidien sur le mode sauver votre âme avec 1 degré de moins sur le thermostat à la fois. Il y a quelque chose là-dedans qui relève de cette vieille psychologie de contrôle social où notre classe politique emprunte la position de ceux qui hier portaient la soutane pour nous dire comment sauver notre âme un geste à la fois. Voyant tout cela, j'ai envie de dire à nos politiques, ne croyez pas un seul instant qu'on n'est pas assez taxé, pas assez imposé, pas assez tarifé. Fichez la paix aux Québécois et lâchez de grâce les discours moralisateurs qui ne font que masquer le fait que vous avez refusé de développer par ailleurs les capacités hydroélectriques du Québec pendant des années. Et là, vous faites du rattrapage sur le mode vous allez payer l'avantage. Non, merci. Et là, on se dit surpris actuellement là, de la situation problématique à laquelle on va faire face au niveau des besoins qui sont grandissants versus les capacités de production.
Il faudra Ouais, faire mais- quelque chose. Là. Si ça passe pas par la sobriété énergétique, il va falloir d'autres solutions, des barrages, Ben oui, mais- éoliennes. on appelle ça le Québec a une capacité de production énergétique exceptionnelle en Amérique du Nord. Il faut bien comprendre, on a les moyens de le faire, mais on ne l'a pas fait pour différentes raisons, qui ont avec le temps un peu de lâcheté, un manque d'esprit de prévision, une mauvaise lecture de nos propres intérêts géopolitiques ou géoénergétiques. Là, peut-être est venu le temps de s'ajuster à la réalité nouvelle, encore une fois, plutôt que de sermonner les Québécois les uns les autres pour qu'ils prennent la petite douche froide pour sauver la planète. Merci Mathieu, bon épisode. Bye bye.